14 juin 1940, 6 h du matin. Sur la ligne Maginot du Nord-Est, dans le secteur fortifié de la Sarre, l'enfer s'abat sur les positions françaises. Plus de 1000 pièces d'artillerie, la plus forte concentration de toute la bataille de France, se déchaînent sur la ligne de front avant de laisser la place à une vague de bombardiers. 90 000 soldats allemands n'attendent qu'un signal pour se jeter à l'assaut de cette zone jugée comme point faible de la célèbre ligne de fortification. À 5 contre 1, la situation est désespérée pour les Français. Mais pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur la digue de l'étang de Ostebas, un étang militaire situé sur la ligne Maginot dite aquatique en Moselle dans le secteur fortifié de la Sarre. C'est ici même, il y a 81 ans, qu'a eu lieu l'une des plus violentes batailles de 1940. Alors que tout semblait perdu dans le reste du pays, alors que les Allemands défilaient à Paris, ici, en Lorraine, les Français vont tenir et vont même faire subir aux Allemands l'un de leurs pires échecs de la bataille de France. C'est l'incroyable bataille de la Sarre qu'on va vous raconter à travers cette nouvelle vidéo historique. Bonjour à tous, c'est Antoine pour l'équipe des Historateurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bataille de la Sarre, nom de code Opération Tiger, qui s'est déroulée le 14 juin 1940 sur un front d'une vingtaine de kilomètres dans l'est de la France. Mais avant de vous raconter dans les moindres détails cette bataille méconnue, on va d'abord replacer le décor, vous commencez à en avoir l'habitude, et donc on va revenir un peu en arrière. Dans les projets initiaux de la ligne Maginot, 3 régions fortifiées, les régions fortifiées de Metz, de la Lauter et de Belfort, devaient être établies, séparées chacune par des intervalles non fortifiés. Ainsi, entre celle de Metz et de la Lauter, il s'agit de la trouée de la Sarre. Cette zone est située en Moselle, face à la région allemande de la Sarre, et couvre un secteur d'environ 50 km. En 1920, suite à la Première Guerre mondiale et au traité de Versailles, le territoire allemand de la Sarre, le Saarland, est créé et devient une entité autonome gérée par la Société des Nations. Cependant, ce territoire devait s'autodéterminer par référendum en 1935. Aussi, lorsque les plans de la future ligne Maginot furent établis en 1925 par la Commission des frontières, le secteur de la Trouée de la Sarre ne fut pas fortifié pour des raisons politiques évidentes. Bah oui, on n'allait pas construire une muraille face à un territoire qui aurait pu devenir français. En mars 1927, un ingénieur en chef des ponts et chaussées, du nom de Parisé, réalise un mémoire sur la défense de la frontière Est en Moselle, dans laquelle il développe la possibilité d'aménager étangs et cours d'eau en inondation défensive. En juin 1927, le maréchal Pétain, qui joue un grand rôle dans la conception de la future ligne Maginot, inspecte toute la frontière Est et s'étonne de la vulnérabilité du secteur sarrois. S'appuyant sans doute sur le mémoire de Parisé, le maréchal demande qu'on étudie une mise en défense par des inondations. Les inondations sont en effet une solution très intéressante. C'est un moyen économe de ralentir l'ennemi et surtout c'est un obstacle indestructible pour l'artillerie. Finalement, c'est la 20e région militaire qui se lance dans l'étude du projet. En 1930, l'étude de l'ingénieur Parisé finit par atterrir à l'état-major de l'armée et de fil en aiguille, le projet se concrétise. Le résultat,
Un système de digues, de retenue d'eau et d'étangs réservoirs permettant d'inonder la zone uniquement en cas de besoin. Le principe est simple. En temps de guerre, les étangs réservoirs sont partiellement vidés dans les cours d'eau et les barrages, normalement ouverts, sont fermés. La zone est donc inondée en moins de 48 heures grâce à ce système ingénieux. Le projet est présenté au ministre de la Guerre André Maginot qui se rend sur place et accepte d'y donner une suite favorable pour des travaux estimés à 20 millions de francs. Les premiers terrassements commencent dès juin 1931. Au final, la zone inondable s'étale de manière presque continue. La vallée de la Sarre, entre Vitrain et le confluent de l'Albe, l'Albe elle-même et sa vallée, la vallée du Moderbach et les étangs réservoirs de Hoste-Haut et Hoste-Bas qui sont inclus directement dans la ligne principale. Ce sont pas moins de 8 barrages et digues ainsi que 6 étangs réservoirs qui sont construits. Au total, les 8 étangs réservoirs du secteur de la Sarre disposaient de 6,3 millions de mètres cubes d'eau prêts à être déversés dans les cours d'eau. Les barrages et les digues étaient opérationnels dès 1934. Et oui, on peut pouvoir parer à toute attaque surprise allemande. Nous sommes ici devant le barrage de Remerin. Les digues étaient construites en terre et au milieu on trouvait de grandes ouvertures bétonnées pour laisser passer l'eau qu'on appelait les pertuis. Les pertuis pouvaient être obstrués à l'avant et à l'arrière à l'aide de poutrelles comme c'est le cas ici. On observe d'ailleurs bien encore les espacements prévus pour empiler les poutrelles. Une fois les poutrelles accumulées, l'espace du milieu était comblé à l'aide de terre et de rochers. Mais de nouveaux besoins apparaissent. Il faut pouvoir protéger les mécanismes et le personnel technique. Aussi, de petits blocos de digues sont construits. Ces dépassements et d'autres aménagements spécifiques portent le coût total du système d'inondation à 32 millions de francs, soit l'équivalent de 3 ouvrages d'infanterie de la ligne Maginot. Nous sommes de retour sur la digue de l'étang de Hoste-Bas, un étang réservoir intégré directement à la ligne principale des inondations. Pour mieux vous expliquer tout ça, nous sommes aujourd'hui en compagnie de monsieur Philippe Cueilleur, qui est donc guide et spécialiste de la ligne Maginot Aquatique. Monsieur Cueilleur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces étangs réservoirs, de la manière dont ils ont été construits et dans la manière dont ils fonctionnent? Donc, les étangs de la ligne Maginot Aquatique sont des plans d'eau artificiels qui avaient été créés pour servir de réserve d'eau pour pouvoir inonder la vallée en aval, quelle que soit la période de l'année. Donc pour ce faire, on avait construit une digue en terre sur un vallon dans lequel passait une rivière. Et donc cette digue, on va simplement l'équiper d'un système de vidange, mais également d'un système de régulation du niveau de l'étang, de façon à ne pas mettre en péril la digue en cas de montée des eaux. Et donc pour réguler le niveau de ces étangs, il y avait donc un local technique qui était sur chacune des digues, qu'on appelle aussi le local des siphons. Donc est-ce que vous pouvez nous emmener dedans pour qu'on puisse voir un peu le fonctionnement de ces siphons? Voilà, donc suivez-moi, on va aller voir ce local donc, qui est encore équipé aujourd'hui de tout ce système. Nous sommes maintenant à l'intérieur du local technique de l'étang de Hoste-Bas. À côté de nous, il y a tout le système des siphons qui permettent de réguler le niveau de l'eau de l'étang. Monsieur Cueilleur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout cela fonctionne? La régulation du niveau de l'étang se fait de façon automatique. Donc sous nos pieds, on a ici un système de 4 siphons qui allaient s'amorcer automatiquement mais successivement. Donc on voulait que le premier siphon se mette en route quand la côte nominale de l'étang était atteinte, donc à la hauteur de 3 mètres d'eau. Il fallait pouvoir évacuer le trop-plein d'eau. Donc s'il pleuvait plus ou s'il y avait un apport d'eau supplémentaire à ce qu'on évacuait, un deuxième siphon allait se mettre en route, puis un troisième, puis un quatrième. C'est-à-dire qu'ici, on a une installation qui était susceptible d'évacuer jusqu'à 8 mètres cubes d'eau par seconde, sans qu'il y ait besoin d'aucune intervention humaine, puisque ça fonctionnait automatiquement, sans qu'il y ait de pièces en mouvement, puisque c'est uniquement de la tuyauterie, et sans qu'il y ait besoin d'aucune énergie, parce qu'on fonctionnait simplement sur l'application du principe du tube de Venturi. Et donc, si on voulait maintenant vidanger complètement l'étang en cas de conflit, on pouvait malgré tout le faire. Donc ce système avait une fonction de régulation, mais on pouvait également le forcer de façon à évacuer le trop-plein d'eau
ou de vider l'étang donc vers la zone à inonder. Donc pour ça, il y avait trois possibilités. Donc la première possibilité, c'était en démarrant à une pompe à vide qui se trouvait dans le coin du local. Cette pompe à vide venait faire le vide sur le cylindre et par le jeu de vanne, on pouvait amorcer un ou plusieurs siphons. Deuxième possibilité, en manœuvrant le volant de la vanne qui est là, de la même façon, on pouvait ramener la dépression par une tuyauterie qui se trouvait de ce côté-là, sur le cylindre et amorcer les différents siphons, ou alors tout simplement à partir du moment où un siphon se mettait en route automatiquement, en jouant sur les vannes, on pouvait ramener la dépression sur le cylindre et sur les autres siphons et du coup on forçait plusieurs de façon à évacuer rapidement un maximum d'eau. D'accord. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est de savoir que tout ce système fonctionne encore de nos jours pour permettre de réguler l'étang et surtout que c'est le seul local technique qui est encore debout sur tous les étangs de la ligne Maginot aquatique. Alors que tout ce système ingénieux est opérationnel dès 1934, le secteur défensif de la Sarre est créé. L'année suivante, le territoire de la Sarre vote son rattachement au Troisième Reich. La trouée se retrouve alors en première ligne et le général Gamelin ordonne immédiatement sa fortification de manière continue, à l'image du reste de la ligne Maginot. Mais faute de budget propre, les travaux sont confiés à la main-d'œuvre militaire sans aucun plan d'ensemble. Si les intervalles non fortifiés sont priorisés, il en résulte cependant une très grande diversité des éléments fortifiés et de nombreux prototypes étranges apparaissent. On trouve ainsi ce curieux wagon bétonné anti-char de 25 tonnes, unique en France, aujourd'hui mis en valeur près de Barst. Mais toutes ces fortifications sont de piètre qualité et les blocos sont chétifs. Pour pallier à ce problème, un important programme de casemate STG pour section technique du génie est lancé en 1938, correspondant à un vrai souci de qualité. Malheureusement, la majorité restera non équipée et inachevée. Entre 1935 et 1939, ce sont tout de même 120 blocos, 17 tourelles démontables STG pour mitrailleuses, 16 emplacements de canons anti-chars, 4 casemates d'artillerie pour canons de 75 mm et 5 abris d'infanterie qui sont construits. En 1939, le secteur défensif de la Sarre se présente ainsi. Près de la frontière allemande, on trouve des maisons fortes, blocos camouflés, pour la garde républicaine mobile, censée donner l'alerte en cas d'attaque. Viennent ensuite les points d'appui fortifiés, ou PAF, ce sont des avant-postes qu'on appelle aussi les bouchons, au nombre de 13, qui coupent chacun les axes de communication majeurs. Vient ensuite la LPR, la ligne principale de résistance. À l'ouest, à la fin de la région fortifiée de Metz, il y a la zone dite non inondée, qui se base sur des cours d'eau, la Nid et le Langenbach, qui sont malgré tout aménagés en obstacles anti-chars. Puis, la ligne principale englobe les localités de Barst et de Kappel. Elle s'appuie ensuite sur les étangs réservoirs de Ostebas et Ostehaut, puis les inondations du Moderbach, de l'Albe et enfin de la Sarre, avant de se relier à la région fortifiée de la Lauter. Légèrement en avant de la ligne principale, 4 brisants sont aménagés pour gêner l'ennemi lors de son approche. Enfin, une deuxième position, dite CEZF pour Commission d'études des zones fortifiées, reste à l'état d'ébauche. Toutes ces lignes de défense ont pour but d'épuiser au maximum l'assaillant avant qu'il ne parvienne jusqu'à la ligne principale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant la mobilisation générale en France. Du Luxembourg à la Suisse, les habitants de la zone rouge, située en avant ou à proximité des fortifications, sont évacués. Le 2 septembre, quasiment toute la population du secteur de la Sarre est devenue réfugiée. Comme pour tout secteur de la ligne Maginot, le secteur de la Sarre est défendu en grande partie par des troupes spécialisées, les régiments de forteresse. On compte ainsi 6 régiments d'infanterie, le 69e, 82e, 174e régiment de mitrailleurs d'infanterie de forteresse, les 41e et 51e régiments de mitrailleurs d'infanterie coloniale et le 133e régiment d'infanterie de forteresse.
2 régiments d'artillerie, le 166e régiment d'artillerie de position et le 49e régiment d'artillerie mobile de région fortifiée. Et enfin, un bataillon du génie issu du 1er régiment, le 208e bataillon du génie de forteresse, dont dépend une unité particulière, la compagnie spéciale de mise en œuvre des inondations. À cela s'ajoutent d'autres divisions occupant les intervalles et le tout dépend de la 4e armée du général Réquin. Pour soulager la Pologne, l'opération Sar est lancée en toute hâte et les Français entrent en Allemagne dès le 4 septembre. C'est l'offensive de la Sarre qu'on a déjà traitée en vidéo et qu'on vous invite à aller voir pour plus de détails. Finalement, les forces françaises se retirent sur ordre fin septembre et se replient derrière la ligne Maginot et les tout derniers éléments quittent la Sarre à la mi-octobre. Dans le secteur défensif de la Sarre, l'irruption de la guerre relance les travaux de fortification de plus belle. De nouvelles casemates STG pointent leur nez, mais aussi de nouveaux barrages. Et puisque la ligne principale est un chantier à ciel ouvert vulnérable, on construit des défenses toujours plus en avant. Parallèlement, on commence à fermer les barrages et à inonder la zone. Des villages comme Putlange se retrouvent en partie sous l'eau. La presse renomme la localité la Venise du front et les habitants évacués découvrent stupéfaits leur village inondé. Le secteur défensif de la Sarre est utilisé pendant la drôle de guerre par le commandement français comme terrain d'entraînement, comme d'ailleurs tout le long de la frontière Est. 19 divisions y défilent pendant quelques mois pour s'aguerrir face à l'ennemi en constituant des corps francs. Cela donne lieu à de nombreux coups d'éclat, comme celui d'un certain Joseph Darnan. Parallèlement, le secteur défensif de la Sarre est constamment réorganisé. Il est sous le commandement du colonel Dagnan, mais dépend du 20e corps d'armée du général Hubert, qui dépend lui-même de la 4e armée du général Réquin. Oui, c'est compliqué. Le 15 mars 1940, il devient le secteur fortifié de la Sarre. À la veille de l'offensive allemande, les positions françaises s'appuient sur 3 grandes lignes défensives. À partir de la frontière, on trouve la position de couverture avec la ligne de surveillance, la ligne L1 et la ligne des avant-postes. Ensuite, il y a la position principale et enfin la position intermédiaire. Les 3, 4 et 5 mai 1940, les Allemands attaquent les avant-postes du 4e régiment de tirailleurs marocains près de Grossbliedersdorf qui résistent vaillamment. Les défenseurs seront d'ailleurs décorés par le général Réquin pour leur bravoure le 9 mai. Malheureusement, le lendemain, c'est le grand assaut allemand sur le front de l'Ouest. Le 12 mai 1940, les Allemands déclenchent l'opération Torche, une attaque générale de toutes les lignes avancées de l'Est de la France pour fixer les troupes françaises pendant que le gros des armées mécanisées ennemies tentait la percée des Ardennes. Dans le secteur de la Sarre, les Allemands s'élancent à l'assaut après une intense préparation d'artillerie. La ligne de surveillance est submergée, mais les Allemands ne parviennent pas à percer la ligne L1. Les pertes sont lourdes, avec 1500 Français tombés en 48 heures, mais le général Réquin refuse d'abandonner les avant-postes. La dégradation de la situation militaire dans le reste du pays a pour conséquence le prélèvement de nombreuses unités sur la ligne Maginot. Le 28 mai 1940, le coup de grâce tombe lorsque le général Réquin et toute sa 4e armée sont obligés d'évacuer le secteur de la Sarre. C'est désormais le général Hubert, commandant le 20e corps d'armée, qui prend le commandement du nouveau groupement de la Sarre. Il y a alors à peine autant de troupes qu'avant la déclaration de guerre. En conséquence, il ordonne le repli des positions avancées, ce qui ne va évidemment pas passer inaperçu chez l'ennemi. En conséquence du retrait de la 4e armée, les Français sont obligés d'abandonner la position de couverture et la ligne des avant-postes constitue désormais la ligne de front. Le 2 juin 1940, les Allemands se lancent à l'assaut des bouchons, les points d'appui fortifiés, et malgré une vive résistance, les avant-postes sont évacués et conquis successivement par les Allemands. En parallèle, les inondations sont portées à leur niveau maximum. Le 5 juin, les Allemands, sentant l'affaiblissement des lignes françaises, tentent de s'emparer de l'avancée de Putlange. S'ensuit alors une terrible bataille. Les Allemands prennent du terrain, mais les Français contre-attaquent et finissent victorieux. Au final,
la ville sera détruite à plus de 75%. Le 12 juin, le général Hubert est convoqué à Metz où il apprend du général Weygand, commandant en chef des forces françaises, le terrible ordre de repli de toutes les troupes de la ligne Maginot pour éviter l'encerclement. Le 20e corps doit tenir dans le secteur de la Sarre jusqu'au soir du 14 juin avant de se retirer lui-même. Il n'y a plus qu'à espérer que les Allemands n'attaqueront pas. Mais il se trouve que la première armée du général Witzleben a reçu l'ordre de percer la ligne Maginot du nord-est, dans son secteur jugé le plus faible, la Sarre. Et le rapport de force n'est pas en faveur des Français. Au 13 juin, les forces qui se font face sont les suivantes. Pour les Allemands, 3 corps d'armée, Armeekorps, dont 6 divisions en première ligne, soit environ 90 000 hommes, et 5 divisions en réserve. 1036 pièces d'artillerie, c'est la plus grande concentration d'artillerie de toute 1940, et aussi une centaine d'avions de bombardement. Pour les Français, un seul corps d'armée, le 20e corps du général Hubert, réuni au sein du groupement de la Sarre avec les troupes du secteur. Environ 2 divisions en première ligne, la 52e division d'infanterie et les troupes du secteur fortifié de la Sarre, soit environ 20 000 hommes, tandis que la position intermédiaire est occupée par une seule division, la première division de grenadiers polonais, ainsi que des éléments de la 52e division d'infanterie. Une centaine de pièces d'artillerie franco-polonaise et aucun avion. Néanmoins, les Français se battent sur une position fortifiée, préparée à l'avance. L'objectif de Witzleben pour le 14 juin est clair, établir une brèche de 20 km de large sur 6 km de profond. Mais chez l'assaillant, l'ordre d'attaque est loin de faire l'unanimité, dont certains officiers relèvent la difficulté, parlant même d'entreprise insensée. À 6h30 du matin, c'est le début de l'enfer. Un véritable ouragan se déchaîne, rappelant à certains les préparations d'artillerie de 14-18. Et tout cela dure jusqu'à 8 heures. Un artilleur allemand déployé au sein de cette bataille raconte: derrière nous, devant nous, l'ouragan se déchaîne. Maintenant, l'heure que nous attendions depuis des mois est arrivée. Un roulement ininterrompu remplissait l'air. Ça et là, la couverture de nuages s'ouvre comme si elle était déchirée par le feu de nos pièces. Alors que les pièces d'artillerie font vivre l'horreur aux positions françaises les moins solides, les bombardiers en piqué Stuka passent à l'action à partir de 10 heures, en larguant leurs bombes au plus près des positions, enterrant des hommes vivants, faisant tanguer les blocos ou coupant les communications. Viennent ensuite les bombardiers lourds Heinkel, qui déversent leur tapis de bombes sur les arrières, ciblant surtout les positions d'artillerie. Au 166e RAP, 21 pièces d'artillerie sont ainsi détruites. Après ce déluge infernal, l'infanterie allemande peut enfin s'élancer à l'assaut. L'ennemi s'organise par petits groupes d'assaut appelés Stoßgruppen, accompagnés parfois par des pionniers du génie et tirant des canons de 37 mm pour neutraliser les créneaux des blocos. Pour conquérir la position, les Allemands doivent d'abord réduire les brisants, ces avancées fortifiées construites par les Français justement dans le but d'essouffler un assaut. Il y en a 4 dans le secteur de la Sarre. L'avancée du Grossberg devant Bidin, l'avancée de Barstkapelle qui inclut les 2 villages, l'avancée de Putlange et enfin l'avancée de Holvin. Sur le secteur ouest, l'avancée du Grossberg devant le village de Bidin est le premier objectif des Allemands de la 258e Infanterie Division face au 69e régiment de mitrailleurs d'infanterie de forteresse. À l'ouest, les Allemands de l'Infanterie Regiment 458 se lancent à découvert pour traverser la Nid avec leurs canons anti-chars PAC de 37 mm. Dans le secteur ouest du secteur défensif de la Sarre, 4 casemates d'artillerie, comme celle-ci dénommée la Costaude et rénovée actuellement près de Barst, sont construites par les Français. Très vite, pour les Allemands, l'assaut tourne au cauchemar. L'ennemi est bloqué par les tirs des mitrailleuses et des canons de 75 mm des différentes casemates d'artillerie. L'assaut est immédiatement suspendu avec plus de 170 pertes pour les Allemands. Par l'est, c'est l'Infanterie Regiment 479 qui se lance à l'assaut sur l'avancée du Grossberg, position fortifiée par une vingtaine d'éléments bétonnés. Mais la préparation d'artillerie fait des ravages et les canons flak de 88 mm terminent le travail. Les positions commencent à tomber une à une.
Le commandement français décide alors d'engager les chasseurs du 110e bataillon de chasseurs à pied qui chargent à la baïonnette contre les mitrailleuses allemandes. C'est un massacre dont seuls 10 hommes survivent. Les Allemands terminent la conquête du Grossberg dans l'après-midi et parviennent à mettre la main sur une casemate d'artillerie de 75 mm dont le canon est intact. L'avancée de Bidin vient d'être conquise au prix du sang alors que l'ennemi n'a même pas entamé la ligne principale. Plus à l'est, le saillant de Barst-Kapelle, intégré à la ligne principale, est le premier obstacle de la 93e Infanterie Division qui fait face aux hommes du 82e régiment de mitrailleurs d'infanterie de forteresse. Très vite, les positions sont prises pour cible par des terribles canons flak de 88 mm. Du côté de Kapelle, c'est l'Infanterie Regiment 272 qui se lance à l'assaut. Plusieurs blocos tombent sous le coup des canons et à 11h15, le village est allemand. Les Allemands se lancent alors à l'assaut de la ligne principale à 13h, mais se font repousser. Nouvelle tentative à 18h, nouvel échec. De l'autre côté, à Barst, des troupes de l'Infanterie Regiment 271 passent à l'assaut, épaulées par 2 flak 88. Mais les Français repèrent les pièces et neutralisent les servants par des tirs de fusil à grenade VB. Les Allemands parviennent tout de même à progresser, mais le dernier point de résistance ne tombe qu'à 18h30, soit plus de 10 heures après le début des combats et plusieurs vagues de bombardements par Stuka. Le capitaine Germain raconte: tous les ouvrages sans exception ont été pris individuellement au prix de combats acharnés pendant lesquels les Allemands éprouvent des pertes cruelles. Les défenseurs se portaient instinctivement vers le village qu'ils importaient de conserver à tout prix. En fin de journée, l'avancée de Barst-Kapelle est désormais aux mains des Allemands. Plus à l'est, déployé entre Kapelle et Putlange, le 174e régiment de mitrailleurs d'infanterie de forteresse est bien décidé à remplir sa mission. Face à lui, l'Infanterie Division 268. Dès le matin, l'Infanterie Regiment 488 attaque à l'ouest de l'étang de Osteau, mais les Allemands ne parviennent même pas à franchir le ruisseau transformé en obstacle anti-char et perdent 90 hommes dans l'affaire. Devant Ost, l'Infanterie Regiment 499 attaque à 8h du matin et prend rapidement le village. Nous sommes ici sur la digue de l'étang de Osteau. Les Allemands essayent de s'infiltrer ici même entre l'étang de Osteau et celui de Ostebas. Mais rien à faire, les Français résistent, et plus particulièrement un blockhaus camouflé en tas de fumier dont les Allemands ont une peur bleue. Alors les Allemands vont essayer d'amener des canons de 150 mm sur place pour tenter de neutraliser les blockhaus, mais très vite ces canons vont devenir une cible de choix pour les défenseurs français. Un soldat allemand raconte: les tireurs d'élite français tiraient lentement mais sûrement sur les servants des canons. À la fin, les canons demeurèrent seuls et abandonnés. Entre eux, il n'y avait plus que des morts. Malheureusement, à force de coups des canons flak 88 et de bombardements par Stuka, les Allemands parviennent à s'infiltrer entre les deux étangs en fin de matinée. Mais ils ont subi des pertes colossales et ne parviennent même pas à déboucher de la position. Sur la droite de l'étang de Ostebas s'étend le bois du Kalmerich, tenu par le 174e RMIF, autour duquel le ruisseau du Osterbach forme une boucle. En phase 2, les Infanterie Regiment 125 et 222 passent à l'assaut au petit matin et traversent le ruisseau. Face aux Allemands, 2 casemates STG se dressent, dont celle derrière nous, la STG B de l'aspirant Lamaze. Mais ces casemates sont inachevées, elles n'ont ni cuirassement, ni cloche et il manque même du béton. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la casemate STG B. Juste derrière moi, les Allemands se sont déchaînés au flak 88 mm et sont parvenus à percer la casemate. Pire encore, un obus tombe à l'intérieur et explose, faisant 11 morts parmi l'équipage. Avec la casemate STGB neutralisée, il y a désormais une brèche dans le dispositif. Les Allemands neutralisent l'autre casemate par derrière, puis passent à l'assaut du bois du Kalmerich avec des canons PAC de 37 mm. Les petits blockhaus sont neutralisés les uns après les autres par des coups dans les créneaux, jusqu'à ce que tombe le blockhaus principal, le poste de commandement français. Alors maîtres du bois, les Allemands tentent de poursuivre la percée, mais sont arrêtés par des mitrailleuses françaises. Plus au sud, l'Infanterie Regiment 222 essaye d'attaquer Putlange par le nord. Mais les Allemands doivent dévaler une grande pente pour arriver sur la zone inondée devant la localité. Ils bombardent donc massivement la position et utilisent des fumigènes pour avancer à couvert.
Malheureusement pour eux, le brouillard finit par se dissiper et les Français ont vite fait de neutraliser ces assaillants désormais à découvert. Échec également pour l'Infanterie Regiment 244 essayant d'attaquer la ville par l'est. Toujours plus au sud, devant Remerin et Richelin, c'est l'Infanterie Regiment 92 de la 60e Infanterie Division qui passe à l'attaque sur un secteur difficile. Toute la zone est inondée et correctement fortifiée. En face, les marsouins du 41e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale sont prêts à accueillir l'adversaire. À 10h30, après 30 minutes de matraquage par les Stukas, 3 compagnies d'assaut se jettent sur les marsouins devant Remerin. Mais les défenseurs sont coriaces. Ce petit blocos dénommé R117 avec ses 5 occupants va repousser pas moins de 4 assauts allemands. L'ennemi va alors ramener des pièces de Flak 88, bien décidé à neutraliser ces fortifications. Mais c'était une mauvaise idée, car les Français repèrent les pièces et les tirs des blocos combinés aux mortiers de 81 mm français détruisent les canons. Un artilleur allemand raconte: le terrible tir des mitrailleuses, des tireurs d'élite et des autres armes rendait toute intervention impossible. Entre les deux villages, les Stoßtruppen essayent de prendre les Français de vitesse en se précipitant sur eux au pas de charge. Encore une mauvaise idée, puisque les défenseurs du 41e RMIC laissent les Allemands s'approcher à terrain découvert avant de les clouer au sol avec leurs armes automatiques. L'échec allemand dans ce secteur est total. Plus au sud se trouve la localité de Olvin. En avant de ce village, un brisant a été aménagé pour protéger une petite zone non inondée. Les soldats du 41e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale défendent la position grâce à une quinzaine de blocs bétonnés, mais surtout grâce à un grand glacis de 800 mètres avec une vue parfaite. Comme ailleurs, la journée commence avec une intense préparation d'artillerie, puis des fumigènes. Les Allemands de l'Infanterie Regiment 243 passent alors à l'assaut. Sauf qu'ici, c'est l'artillerie polonaise qui répond, repoussant les Allemands par des tirs meurtriers. Devant la détermination franco-polonaise, les Allemands reprennent le bombardement pendant 1 heure et repassent à l'assaut à 11 h avant de se faire repousser cette fois-ci par des tirs français. Vers 11h30, 40 Stukas écrasent les positions tenues par les marsouins. Vers 14 h, pour la 3e fois, les Allemands repassent à l'assaut et pour la 3e fois, ils sont mis en échec avec de lourdes pertes. Malgré ces échecs, les Allemands lancent une 4e tentative à 19h15 et certains éléments parviennent à s'infiltrer dans la position mais sont finalement refoulés par les défenseurs. La journée est catastrophique pour le Stoßgruppen. L'un des soldats raconte: l'Oberleutnant Lange est blessé par une balle qui lui fracasse l'avant-bras, mais il refuse de s'arrêter. C'est alors qu'il est pris sous une rafale de mitrailleuse d'un blocos de Olvin qui met fin à sa jeune et courageuse existence. La 2e compagnie ne peut pas aller plus loin. Un lieutenant, chef d'une autre section, s'écroule. Une autre section est alors engagée, mais son chef, le lieutenant Werner, s'écroule à son tour. En enfer même, cela ne peut être pire. Pendant ce temps-là, au sud de l'avancée de Olvin, un groupe d'assaut allemand de l'Infanterie Regiment 461 traverse le Moderbach discrètement, s'empare par surprise de 2 blocos et avance dans la forêt. Bien mal leur en pris, car dans l'après-midi, les Polonais du 1er régiment de grenadiers lancent une contre-attaque sanglante à la baïonnette qui anéantit l'ennemi. Les Allemands non abattus sont faits prisonniers, 57 sont hors de combat contre 30 Polonais. Plus au sud, la zone inondée devient un obstacle impressionnant avec la rivière de l'Albe. La ville de Saralbe a été intégrée directement dans la ligne de défense, avec l'érection de 2 postes avancés du 51e régiment de mitrailleurs d'infanterie coloniale. Le belvédère du Knop de l'adjudant Drian et le poste avancé de l'usine Solvay du commandant Doucet. Nous nous trouvons actuellement sur les hauteurs du Knop. Stratégiques, elles offrent une vue imprenable sur les environs. Cependant, la position reste faiblement fortifiée. Dès le matin, la position est bombardée par des Mörser de 210 mm. Mais l'artillerie française se défend, infligeant des pertes sévères chez les assaillants. Les Allemands de l'Infanterie Division 252 finissent par s'élancer, couverts par le brouillard avec leurs canons PAC de 37 mm. Les petits blocs tombent les uns après les autres sous les coups des PAC. Les Allemands se faufilent dans les tranchées et combattent à la grenade. L'adjudant Drian refuse de se rendre et monte même à l'assaut, revolver au poing, avant de se faire abattre. À 10 h, la position est tombée. Mais les Allemands ont subi de nombreuses pertes.
Au nord de Sarralbe, les Allemands s'attaquent au poste avancé de l'usine Solvay, encerclent et réduisent les différentes positions les unes après les autres. Les survivants se replient à 9 h en traversant l'Albe. Malgré la prise des 2 points avancés, les Allemands ne peuvent poursuivre et franchir l'impressionnant obstacle aquatique que forme l'Albe par manque de canaux. En début de soirée, la situation n'est pas à la fête pour les Allemands qui n'ont atteint aucun des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Leur seule conquête sur la ligne principale sont le bois du Kalmerich, les villages de Barskapelle et un petit bout de terre entre l'étang de Osthaut et Ostbas. Mais partout, la ligne tient toujours. Les Allemands sont bloqués et ils ne peuvent avancer davantage. Leurs pertes sur la journée sont catastrophiques. Plus de 1200 tués et 4000 blessés, sans oublier les nombreuses pièces d'artillerie perdues. Les forces engagées dans l'assaut sont exténuées et certaines unités sont saignées à blanc. Monsieur Cueilleur, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire au soir du 14 juin 1940 pour les Français? Pour les combattants sur le terrain, c'est incontestablement une victoire puisqu'ils ont été fidèles à la devise de la ligne Maginot « On ne passe pas » et au soir du 14 juin, donc effectivement, l'ennemi n'a pas passé cette ligne de défense. Et pourquoi les Allemands n'ont-ils pas pu progresser davantage? Je pense que les Allemands, déjà, ils avaient à faire face à des défenseurs qui étaient déterminés, parce que ça faisait des mois qu'ils étaient sur leur position, donc ils connaissaient leur mission, ils connaissaient leurs emplacements, donc clairement, ils étaient déterminés à maintenir la position. Après, pour les Allemands, il y a également eu des éléments, comme par exemple la météo le 14 au matin, qui n'aura pas été forcément favorable, notamment au niveau à cause du brouillard qui les a empêchés de régler leur tir d'artillerie comme ils le voulaient. Il ne faut pas oublier également que l'obstacle des inondations était quand même un obstacle très difficilement franchissable, pour ne pas dire infranchissable, puisqu'il fallait qu'ils engagent des moyens spéciaux pour le faire. Et donc même s'ils avaient réussi à ramener des canaux sur les plans d'eau artificiels, sur les inondations, ils n'auraient pas pu arriver de l'autre côté. Côté français, les inondations défensives ont parfaitement joué leur rôle et seules les zones sèches ont été en difficulté. Le général Hubert note à 17 h « À part les avancées, tout tient. Le Boche est refoulé par des contre-attaques. C'est une victoire !» Mais il est maintenant l'heure d'appliquer le fameux ordre de repli du général Weygand et d'abandonner les positions. L'ordre de repli est transmis à toutes les unités à 19 h et doit être appliqué à 22 h sous couvert d'une légère croûte de défenseurs. L'infanterie de forteresse ne comprend pas pourquoi elle doit abandonner ses positions défendues si âprement pour un repli et de probables combats pour lesquels elle n'est pas préparée. Un officier note « Vers 21 h, un agent de liaison m'apporte un message. Les unités de forteresse se replient. Emportez le maximum d'armes et de munitions. Nous comprenons de moins en moins. Pourquoi se replier puisque nous tenons ferme ?» Mais un événement inattendu se produit. Un agent de liaison du 2e bataillon du 174e RMIF est chargé de transmettre l'ordre de repli au PC du bois du Kalmerich qui est pourtant tenu par les Allemands. Il se fait donc capturer et les Allemands découvrent l'ordre de repli. Le document est rapidement transmis au général Witzleben qui peut lire « Avant la nuit, les opérations suivantes seront réalisées. Sur la ligne principale de résistance restera la valeur d'une section par compagnie chargée de tenir les ouvrages sans esprit de recul. Les matériels, canons de 25, mortiers, fusils mitrailleurs et mitrailleuses seront emportés. Prévoir la destruction de tout le matériel pouvant être détruit. Brûler les papiers et les cartes non emportées. À 22 h, les unités qui ne font pas partie de la croûte rompent le contact en emportant avec elles leurs armes, leurs munitions, 2 jours de vivres et se reporteront sur Bennestroff. » Witzleben apprend stupéfait l'ordre d'abandon de la ligne Maginot par les troupes françaises. Et même mieux, il est en possession de tous leurs itinéraires de repli. Un général allemand raconte « Sur la Nid et le Moderbach, il y eut un miracle à notre profit. Désormais, la décision est toute tracée. L'attaque sera poursuivie le lendemain matin afin de pourchasser l'ennemi et de l'anéantir. » Chez les Français, les soldats commencent leurs préparatifs, mais les artilleurs allemands, désormais au courant du repli, bombardent les positions fortifiées et les itinéraires. Le repli se transforme en cauchemar pour les troupes de forteresse, et ce n'est que le début. Vers 3 h 30 du matin, alors que les 2/3 de l'armée française ont quitté la zone, ne laissant sur place que des effectifs très limités dans les casemates et blocos, les Allemands se préparent à repasser à l'assaut alors que les éléments de la croûte ont pour mission de tenir 24 heures.
Dans le secteur de Bidin, l'Infanterie Division 258 repasse à l'assaut face au 69e régiment de mitrailleurs d'infanterie de forteresse. Les Allemands utilisent alors le canon de 75 mm de la casemate d'artillerie du Grossberg, capturée la veille, pour matraquer la seule casemate française qui s'oppose à leur avancée. En fin d'après-midi, les derniers éléments français sont cernés et doivent se rendre, sauf certains qui parviennent à être évacués. Dans le secteur du 82e régiment de mitrailleurs d'infanterie de forteresse, les Allemands de l'Infanterie Division 93 passent à l'assaut depuis Barst-Kappel. Les Allemands conquièrent casemate après casemate, les assommant au canon pack de 37 mm. Vers 10 h, tout le secteur du 82e RMIF est aux mains des Allemands. Dans le secteur de Host et Putlange, l'Infanterie Division 268 repasse à l'assaut face au 174e régiment du mitrailleur d'infanterie de forteresse, très affaibli après la perte du bois du Kalmerich la veille. Mais devant Putlange, une casemate encore occupée n'a jamais reçu l'ordre de repli et les Allemands pensent la position abandonnée. Aussi, quand des camions allemands se présentent à eux, les Français se mettent à les abattre au canon de 47 mm, créant un sacré remue-ménage chez l'ennemi. Mais très vite, les Allemands se déchaînent sur le bloc qui va finir par être percé et son équipage fait prisonnier. Du côté de Sarralbe, l'Infanterie Division 252 tient à conquérir rapidement la ville. Les blocos sont réduits à grand renfort de canons anti-chars. Les défenseurs tiennent néanmoins jusqu'en début d'après-midi avant d'évacuer la position. Au soir du 15 juin 1940, tout est terminé sur la ligne principale de résistance qui est désormais aux mains des Allemands. La bataille va désormais se jouer sur la position intermédiaire, la ligne des grosses casemates CEZF inachevées, comme la casemate C13 de Frank-Althoff-Est située juste derrière moi. En fait, les Allemands avaient déjà percé la ligne principale sur certains secteurs dans la matinée du 15 juin 1940 et se sont donc rapidement lancés à la poursuite des Français sur la position secondaire. L'Infanterie Division 93 qui a pris Barst-Kappel parvient dès midi devant la ligne intermédiaire, tandis que l'Infanterie Division 258, débouchant de Bidin, y arrive dans l'après-midi. Devant Bistroff, les Allemands s'emploient à réduire les fortifications et font reculer les Français. Au niveau de Gros-Tanquin, des troupes se font encercler et devant Frank-Althoff, les combats sont d'une grande violence. La casemate C13 porte encore les traces des combats, notamment sur sa cloche. Il semble que les Français qui la défendaient furent tués ou faits prisonniers. Cette casemate fut abondamment photographiée car elle était située sur la route principale de passage des Allemands. Des soldats français furent enterrés derrière, des soldats allemands furent enterrés devant. Néanmoins, malgré une situation critique, au soir, la poussée allemande est à peu près contenue sur la ligne secondaire. Conformément aux ordres reçus, la position est abandonnée dans la nuit par les franco-polonais pour se porter sur une position de couverture au sud de Benestrov. Cette résistance désespérée a permis à l'essentiel des troupes de se retirer en bon ordre vers le sud. Dès le 16 juin, von Witzleben lance toutes ses divisions dans la brèche. Tandis qu'une grande partie part à la poursuite des Français, plusieurs autres partent attaquer les régions fortifiées de la Lauter et de Metz, prenant la ligne Maginot à revers. Les soldats français qui forment la couverture, déjà très affaiblis la veille, combattent en se retirant vers la Seille, tandis que près de Dieuze, les Polonais de la première division de grenadiers livrent des combats retardateurs et courageux avec leur artillerie. Les survivants se replient sur le canal de la Marne au Rhin, où s'écrira une autre page glorieuse et méconnue de l'armée française. Ainsi se termine l'épopée du secteur fortifié de la Sarre où, le 14 juin 1940, l'armée française a obtenu une victoire défensive claire face aux Allemands. Ces derniers n'ont pu que grignoter des portions de la ligne de défense au prix de plus de 1200 tués et 4000 blessés quand les Français accusent de leur côté 750 morts. Alors que la Wehrmacht défilait sur Paris, elle a également connu ce jour-là son premier revers majeur sur la ligne Maginot. Malheureusement, l'ordre de décrochage général transforme cette bataille en victoire d'un jour, puisque dès le lendemain, le secteur est sous contrôle allemand. En réalité, l'ordre qui devait sauver les troupes de l'encerclement va accélérer le désagrégement de toutes les armées du Nord-Est qui seront totalement encerclées le 17 juin 1940. Les Allemands ont pu ainsi se répandre par la brèche de la Sarre sur les arrières de la ligne Maginot, avec pour conséquence l'attaque et la chute de plusieurs petits ouvrages isolés. Après cette bataille particulièrement meurtrière, les Allemands vont très vite chercher à enterrer leurs morts. Ils établissent un immense carré de tombes derrière l'église de Ostbach, renommée Petersruhe avec la germanisation.
Mais s'ils enterrent leurs propres morts, les Français sont ignorés, laissés gisant dans leurs tranchées, abris ou sommairement enterrés sur place. En 1941, des prisonniers de guerre sont affectés au déminage du secteur. Le lieutenant Louis Robardet constate le nombre incroyable de corps français et polonais abandonnés sur place. Il demande l'autorisation aux autorités allemandes de pouvoir leur donner une sépulture digne. Les Allemands acceptent et le Gräberkommando Robardet, littéralement le détachement des tombes, est né. 10 prisonniers de guerre français vont parcourir tout l'est de la France pour enterrer leurs compatriotes tombés au combat. Plus de 1000 soldats seront enterrés à Host de toutes les nationalités. Après-guerre, les soldats seront transférés dans leurs nécropoles nationales respectives à Metz-Chambières, Niederbronn, Dieuze ou encore Colmar. De nos jours, les sites les plus emblématiques des combats de 1940 ainsi que du système d'inondation peuvent être librement visités grâce à la route de la ligne Maginot Aquatique. Des bénévoles œuvrent à la restauration de ce patrimoine oublié, comme à Barst, à Host ou à Sarralbe, permettant ainsi de perpétuer la mémoire de ses défenseurs. Cette vidéo sur la bataille de la Sarre est désormais terminée. Merci énormément à vous de l'avoir regardée, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, nous on a pris énormément de plaisir à mettre en valeur notre histoire locale, l'histoire locale de notre région, la Lorraine et notre département, la Moselle. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram où on poste tous les jours du contenu historique à forte valeur ajoutée, même en story avec nos explorations. Et aussi sur Facebook où on poste nos articles historiques. Enfin, pour ceux qui veulent, on a aussi un Discord sur lequel vous pouvez venir nous rejoindre en vocal, le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et nous, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo historique.